Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Pour ce 5e épisode, nous retrouvons Françoise Novak. Elle se dit accoucheuse de voix car elle propose un travail physique qui permet de se libérer du mental et des tensions corporelles inutiles qui enferment la voix. Nous allons voir en quoi déployer pleinement sa voix conduit à oser être qui l'on est vraiment et à prendre sa place, ce qui va bien au-delà de vaincre sa peur de parler en public. Bonjour Françoise, j'ai été Bonjour Lydia. passionnée par ton parcours et ton approche. On a discuté pendant des heures de ce sujet et j'ai eu envie de le partager au plus grand nombre. On partage toutes les deux cette volonté de transmettre et du coup j'ai voulu discuter avec toi du sujet révéler sa propre voix pour retrouver sa puissance. Est-ce que tu pourrais commencer par, nous dire un petit peu, ce que tu entends par le terme avec lequel tu te définis d'accoucheuse de voix? J'ai choisi cette expression parce que je trouve elle renvoie bien à l'aspect très physique de mon travail et ce que ça représente symboliquement. C'est-à-dire qu'on accouche de sa voix, on révèle quelque chose que l'on a à l'intérieur de soi et que l'on révèle au monde. Et puis ce travail est effectivement très physique. Les gens se trouvent souvent extrêmement fatigués à la fin d'une séance et il leur arrive même d'ailleurs de s'endormir juste après leur propre séance, qui est une façon d'intégrer le travail qu'ils viennent de faire. La fatigue que les gens éprouvent, qui est très physique, elle est liée aussi beaucoup au fait qu'il y a une bagarre énorme entre garder le contrôle mental et se laisser aller, laisser l'intelligence du corps s'exprimer. Et ce combat-là, il demande une énergie absolument dingue, d'autant que moi je ne lâche pas. Donc quand les gens lâchent justement leur mental, eh ben ils entrent dans leur corps, mais ils sont très très fatigués du combat qu'ils ont mené. Donc ça c'est aussi très très important par rapport au travail que je fais. Et comment tu es arrivée à ce métier que tu exerces actuellement par rapport au parcours que tu as eu qui est très riche et varié avec une ligne conductrice bien sûr qui est, la voix? Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben, en fait, voilà, je suis très passionnée par la musique depuis toujours et je voulais chanter et je n'y arrivais pas. Et j'ai à un moment découvert une pratique qui était celle de quelqu'un avec qui je n'ai pas continué de travailler parce il a tourné gourou. Mais j'ai vraiment senti à quel point le fait de traverser mes difficultés et de progresser me donnait envie de transmettre justement comme tu le disais tout à l'heure. Donc c'est beaucoup lié à mes échecs et le fait d'échouer, d'avoir des difficultés à trouver ma propre voie a fait que je suis allée sur plein de chemins différents et du coup ça m'a permis d'avoir une bonne connaissance et surtout de bien repérer ce qui n'allait pas chez les gens par rapport à leur recherche concernant leur propre voie. Et du coup voilà, ça c'est l'échec qui a fait que j'ai avancé par rapport à ma propre voie et comme j'ai toujours eu envie d'aider les gens, eh bien j'ai trouvé cette mission de vie. Enfin ça a été tout de suite une évidence. En fait, concrètement, je voulais savoir pourquoi tu avais décidé d'aider les gens via, cet instrument qu'est la voix et pas, en t'impliquant dans une association, par exemple, ou dans une ONG et via un outil complètement différent? Alors il y a d'une part cet intérêt pour la musique qui est absolument énorme et aussi le fait que depuis toute petite quasiment, j'ai la sensation, la conviction que être bien dans sa voix, c'est être bien tout court, c'est avoir ce que j'appelle nettoyer ses toiles d'araignée intérieures, avoir vraiment fait le net à l'intérieur de soi, régler les problèmes psychologiques que l'on avait et les problèmes de mémoire négative que l'on avait pour devenir pleinement soi-même et du coup rayonner autour de soi. Et je trouve que c'est un outil extraordinaire et c'est vraiment l'outil pour moi par excellence. Donc c'est pour ça que je vais plutôt vers ça que vers je ne sais quoi d'autre, l'hypnose ou je ne sais quoi. OK. Donc c'est très intéressant finalement, c'est pas la voix en tant que telle sur laquelle tu travailles, mais c'est la voix pensée par rapport à quelque chose qui la dépasse, la voix dans une dimension holistique. Tu parlais tout à l'heure du fait que ce travail est très physique et du rapport entre le corps et la voix. Comment justement tu utilises le corps comme un moyen pour travailler sur la voix? La voix, c'est le seul instrument
dont on joue, puisqu'on chante, on parle, qui n'est pas tangible. C'est pas comme un violon, on prend un violon puis on se met à jouer dessus. Un piano, on s'assoit devant puis on met les mains dessus et puis il y a des notes, on tape sur des touches et il y a des sons qui sortent. La voix, on peut pas dire d'où sort la voix vraiment. Et pourtant, c'est notre corps qui émet cette voix. Et mon expérience montre, et puis l'expérience de tout le monde montre que suivant la façon dont on respire, la façon dont on se tend, on va aussi bien avec les coudes qu'avec les genoux, qu'avec les chevilles par exemple, et même les doigts de pied, et même le front, et même les tempes. Enfin, c'est absolument dingue comment toutes les tensions du corps ont un impact sur la voix. Donc c'est logique de travailler sur le corps par rapport à la voix. Et puis derrière tout ça, il y a le fait que ces tensions qu'on a dans son corps sont le résultat d'émotions négatives que l'on a vécues auparavant, dont on ne se souvient pas nécessairement, mais que justement le corps a bien verrouillé, et le fait de déverrouiller tout ça nous libère de ces émotions et de cet héritage négatif qui permet d'être pleinement soi-même justement et pleinement rayonnant. Donc tout ça est lié. C'est marrant que tu parles des émotions parce que justement, j'avais vu que Barbara disait: «La voix est la musique de l'âme». Ah, complètement. Moi, je dis l'instrument. Moi, je dis la voix, c'est l'instrument de l'âme. C'est vraiment l'expression de l'âme. Absolument. Du coup, par rapport à ce travail sur les émotions dont on est en train de parler et sur le fait que ça passe par le corps, donc tout à l'heure, on avait dit que c'était un travail physique qui se vit. Je sais aussi que tu aimes bien dire que c'est un travail éprouvant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Ben, je vais prendre un exemple parmi les choses que j'ai faites moi pour me former. J'ai fait du théâtre et j'ai été très frappée quand ma prof de théâtre disait au lieu de chercher, quand vous cherchez un texte que vous craignez d'avoir oublié, qu'on doit réciter par exemple pour incarner un personnage, au lieu de partir avec les yeux vers le plafond ou les yeux dans le sol, enfin bref, partir, appuyez-vous sur quelqu'un dans la salle, regardez quelqu'un. Alors justement, ce qu'on a tendance à faire, c'est ne pas regarder, parce que comme on sent que le texte nous échappe, on se dit zut, si je regarde les gens, je vais encore plus être déstabilisée. Et ben c'est exactement le contraire qui se passe. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et lorsque je fais travailler les gens, je les fais travailler éloignés d'une certaine distance d'un groupe de gens qui vont passer tour à tour après ou qui ont passé avant. Et je suis très frappée du fait que les personnes soit ne regardent pas, donc fuient vers le plafond ou vers le plancher, soit elles regardent une personne et à ce moment-là, elles font plein de gestes. Des gestes avec les sourcils qui se froncent, mais aussi des gestes de tête qui avancent. Elles sont en fait très déstabilisées et du coup, il y a toute une gestuelle qui n'est pas une gestuelle spontanée et tranquille, mais une gestuelle qui correspond au fait de mettre une sorte de rideau pour se protéger du public, ou bien une gestuelle qui consiste à dire je vais vers celui ou celle à qui je parle, donc je m'avance, je me penche, et cette façon d'aller vers l'autre, c'est soit que l'on croit qu'il faut aller vers l'autre pour le convaincre, en quelque sorte commenter, appuyer ce qu'on lui dit pour qu'il l'entende, ou bien on est happé par l'autre, on sort de soi-même, on n'est plus en soi, et dans tous les cas, ça ne marche pas. Déjà, quand on se penche vers quelqu'un et pour lui dire quelque chose, très souvent, il se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans mon espace? Ça peut être, comment dirais-je, considéré comme agressif, même si la personne ne l'est pas, hein, mais que c'est empiéter sur nos plates-bandes pour la personne qui reçoit. Ou si la personne sort d'elle-même, ben on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je fais faire un travail, j'ai inventé entre guillemets cet exercice que je trouve très simple, hein, donc je dis inventé entre guillemets. Je propose que une personne se mette à côté de la personne que je fais travailler avec un bouquin et je demande à la personne qui va travailler d'inspirer en regardant une phrase, de s'en imprégner et ensuite de lever les yeux du bouquin, de choisir une personne qu'elle va regarder, mais de ne pas lui dire la phrase tout de suite, d'avoir un moment de neutralité totale où elle va euh, vivre mais calmer l'émotion de mise en contact par le regard avec la personne à qui elle va destiner le texte qu'elle va dire. Eh ben, ça a l'air très facile comme ça, mais c'est dingue parce que les gens ont du mal à faire ça.
Et à un moment, ils y arrivent, c'est-à-dire qu'ils lâchent prise, qu'ils ne sont plus dans il faut que je fasse Mmh. ça, il faut que je lui dise, il faut que je fasse quelque chose en plus. Ils vont lâcher et accepter que les mots suffisent pour parler à la personne et que en restant avec soi, mais en acceptant d'être en contact visuel simple avec la personne, sans se laisser déstabiliser par ça. Donc, quitte à être un peu déstabilisé au début, on calme le jeu. Eh ben, c'est juste génial parce qu'à ce moment-là, la façon dont on parle change et la réception change et on a une présence à soi-même qui est mais scotchante. Hein. Vraiment, c'est tout le monde le sent, c'est franchement Mmh. extraordinaire. Et en même temps, c'est tout simple. Simple, ça veut pas dire facile, hein. Mais et tout le monde y arrive, hein. Tout le monde y arrive. Donc en fait, l'idée de ta démarche, c'est de passer par, le corps pour libérer les émotions et enlever les automatismes qu'on a accumulés au fur et à mesure de sa vie. C'est en fait le principe d'automatisme, c'est des choses dont on n'a pas conscience et qu'on fait par réflexe. Alors oui, c'est automatique, mais c'est aussi souvent une défense. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu besoin de se défendre Mmh. dans une situation contre des émotions qu'on a vécues comme terribles et on a dû se protéger, mais on intègre cette façon d'être, cette façon de faire, mais d'être, et on est prisonnier finalement parce que le danger n'est plus là. Et même parfois, c'est plus dangereux de rester replié, timoré. Je vais prendre un exemple. Il y a plein de femmes qui ont vécu des choses difficiles. Le fait de se tenir droite et donc de déployer leur poitrine, ça n'a pas toujours été évident. Il y a parfois, il s'est passé des choses désagréables. Et du coup, elles ont tendance à se refermer, à se replier, à mettre les épaules vers l'avant, se replier vers le bas et réouvrir tout ça. Et moi, je dis ça, montrez votre belle poitrine au monde entier. Eh ben, ouais, c'est facile à dire, mais accepter de le faire n'est pas évident. Mais en le travaillant, on arrive à le faire de façon naturelle parce que le corps en fait ne demande que ça. Lui, il n'a pas été programmé, enfin sa morphologie n'est pas faite pour que on se positionne tout le temps avec les épaules repliées vers l'avant, enfin qui se regardent vers l'avant et la tête qui regarde vers le sol. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour se déployer dans sa belle verticalité. Eh bien, quand on, quand ensuite, parce que les gens me disent, ah ben je suis surpris parce que tout d'un coup je me suis redressée dans la rue, c'est pas moi qui l'ai décidé, ça s'est fait tout seul. Eh bien en fait, ce qu'on dégage permet certainement beaucoup moins à des gens très indélicats de commencer à vous agresser parce qu'ils sentent bien que vous avez retrouvé votre force intérieure. Alors que sinon, si on est replié par la crainte d'être ennuyé, eh ben c'est là qu'on va être embêté. Du coup, pour retrouver ce naturel dont tu parles, à la fois dans le corps et la voix, puisque tout l'intérêt de notre discussion est de voir comment les 2 sont liés, tu utilises un détour qui est le chant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi et comment ça fonctionne? Alors moi, je dirais pas que c'est un détour, hein. J'utilise le chant. Alors, entendons-nous bien, hein. Quand les gens viennent me voir au début et pendant 8 séances, ils ne chantent pas au sens chanter un air d'opéra ou chanter une chanson ou chanter quelque chose, sauf exception, parce que je peux très bien demander à quelqu'un, parce que ça va justement de redéployer des émotions, des émissions, des émotions, des émissions aussi, qui vont aller toucher des émotions très fortes. Par exemple, je vais leur demander de chanter un chant d'enfant qu'ils aimaient bien. Alors là, ça dépote, hein. Parce que comme si ça remettait un peu les compteurs à zéro. Là, on retrouve des émotions de l'époque. Et puis le fait de se redéployer avec une bonne respiration, parce que bien sûr j'accompagne à ce moment-là, et mon côté, je pense, assez rassurant, très accompagnant, fait que les personnes vont retrouver de l'assurance par rapport à ça et de la confiance, de la sérénité. C'est un peu comme si je redonnais la main à un enfant qui s'est cassé la figure, et puis je lui dis bah si, donne-moi la main, et puis on y va quoi. Et là, la personne se rend bien compte qu'elle peut de nouveau marcher puis se déployer. Oui, justement, j'allais te demander pourquoi tu trouves que le mot détour est pas approprié? Parce que en fait, je le voyais comme, le fait de passer par le chant pour retrouver ses réflexes d'enfant et derrière avoir un impact sur la voix qu'on utilise au quotidien. Alors là, j'ai donné cet exemple-là parce que ça m'arrive de passer par là. Et à ce moment-là, on chante vraiment une chanson. Mais ce que je fais souvent, c'est que je donne des petites figures musicales du genre la 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 la.
Voilà, et que je fais monter ou que je fais descendre. Moi, j'appelle pas ça faire chanter les gens, Mmh, OK. mais c'est leur faire exercer leur voix à des hauteurs de fréquences différentes qui vont leur permettre de se libérer d'un enfermement qui faisait que finalement leur voix se déployait pas beaucoup jusque-là, mais ils n'y arrivaient pas forcément. Et le fait de bien les faire respirer, de retrouver une plénitude, une verticalité corporelle ou un mouvement corporel va leur permettre de déployer leur voix parce que à ce moment-là, ils vont sortir du jugement permanent qu'ils ont sur eux-mêmes. D'ailleurs, si tu me permets, je voudrais donner un exemple que j'ai Bien adoré. sûr. En ce moment, nous sommes, ça va dater le podcast, hein, en ce moment, nous sommes en confinement et le Metropolitan Opera de New York il diffusait en tout cas récemment tous les jours un opéra accessible gratuitement sur le site, sur son site internet. Et ça m'a donné l'occasion de voir la fille du régiment de Donizetti, interprétée par Nathalie Dessay, une comédienne absolument extraordinaire et qui jouait ce rôle, j'ai trouvé d'une manière absolument exceptionnelle. Elle jouait la fille du régiment, bien entendu. Et le principe du Metropolitan Opera, c'est que au moment d'un entracte, il y a une personne qui a présenté l'opéra et qui est très souvent elle-même une chanteuse ou un chanteur qui interviewe les chanteurs qui sortent de scène. Et je me rappelle plus qui était la chanteuse. Elle interviewe Nathalie Dessay et évidemment elle sait de quoi elle parle, cette intervieweuse, puisqu'elle est chanteuse d'opéra elle aussi. Et elle dit à Nathalie Dessay: ah ben je suis vraiment épatée parce que tu fais des choses, parce que dans la mise en scène de Laurent Pelli, qui était celle que j'ai vue, Nathalie Dessay repasse du linge, plie du linge, déplace des paniers, des pommes de terre, enfin des tas de choses. C'est extrêmement physique ce qu'elle fait. Et elle a une réaction extraordinaire. J'ai adoré. Et ça a confirmé ce que moi je ressens et la façon dont je fais travailler. Elle a dit, mais pour moi, c'est génial d'être active comme ça physiquement et de faire des choses comme ça. En fait, c'est beaucoup plus facile de chanter parce qu'à ce moment-là, je ne réfléchis plus à chanter bien, je réfléchis à faire ce que je fais en même temps. Et à ce moment-là, ma voix, eh ben, elle prend sa place toute seule. Et c'est tout à fait le genre de choses que je fais en faisant travailler physiquement les personnes, parce que du coup, ça va détourner leur attention. Je les fais parfois danser, je les fais sauter, je leur fais faire des trucs incroyables, et elles se rendent bien compte qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui lâche et elles font des choses, leur voix se déploie, mais c'est très saisissant et voilà, c'est un cercle vertueux parce que plus elles le font, plus ça se met en route et comme ça a été donné au corps une fois, ben lui il est en situation de le retrouver et de le déployer de façon intelligente. C'est vraiment sortir du totalitarisme du mental. C'est un monstre, hein. C'est un monstre le mental. On a absolument besoin de son cerveau, évidemment, parce que quand on lève un bras, ben, si on n'a pas quelque chose qui se passe au niveau du cerveau pour lever le bras, il ne se passe rien. Mais l'attention qu'on met à lever un bras, au lieu de se dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah oui, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ah oui, c'était rauque, c'était moche, ça a gratté, ça a ceci, ça a cela. Et ben, ça fait que le champ va se déployer de manière libre. Alors, ça se fait pas tout de suite, hein. Il y a un accompagnement parce que relâcher ce qu'il faut relâcher, retonifier ce qu'il faut tonifier, ça se fait aussi en le faisant. Mais voilà, c'est la liberté de ne plus être parasité par cette voix qui sans arrêt nous dit ah c'est nul ce que j'ai dit, c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils vont penser, ah, je suis ridicule, ah surtout le je suis ridicule, ça c'est une horreur. Et les gens ont beaucoup ça au début et je les mets tellement dans un shaker et puis ils voient tellement comment moi je fais des choses pour leur montrer et ils me trouvent pas ridicule. D'ailleurs je leur dis tu me trouves ridicule quand je fais ça? Ils disent non, non mais toi c'est pas pareil. Au début, ils disent ça. Puis après, justement, ils envoient tout ça balader et ça fait que après les 8 séances, ils n'en reviennent pas d'oser faire plein de choses. Comment ça se fait que tu arrives à libérer les personnes de cette peur du ridicule, en passant par le biais du travail collectif, où il y a justement encore plus le regard de l'autre que si c'était simplement un atelier en individuel? Donc pourquoi finalement il y a cette dichotomie entre la peur du regard de l'autre
l'emprise du mental dont on parlait et cetera et le fait de passer par, le collectif avec, les ateliers que tu organises pour accompagner les personnes et les aider à se libérer? Alors 2 choses, c'est pas moi qui les libère, c'est eux qui se libèrent au fur et à mesure que je les accompagne, hein. C'est d'eux que ça vient, c'est pas de moi. Donc ça, c'est vraiment moi, je suis pas omnipotente, hein, je libère pas les gens. C'est eux qui se libèrent parce que c'est eux qui viennent me voir et s'ils n'ont pas envie de changer, moi, je peux rien faire. C'est vraiment eux qui avancent et le fait qu'il y ait d'autres personnes, bah, à la fois, il y a un défi qui est d'y aller devant les gens, donc c'est bien qu'il y ait des gens et le deuxième point, c'est que comme ils passent les uns après les autres, parfois quand ils voient quelqu'un à qui je demande de faire quelque chose et que cette personne n'y arrive pas, au début ils se disent oh bah ça a l'air tout tellement facile, comment ça se fait qu'il n'y arrive pas? C'est bizarre, moi à sa place, les doigts dans le nez. Puis ils passent et puis là ils n'y arrivent pas non plus. Donc ça rend extrêmement solidaire. Les gens sont beaucoup plus tolérants, beaucoup plus gentils les uns avec les autres. Et ce sur quoi on travaille, c'est tellement sur quelque chose de profondément humain, avec toutes les difficultés qu'on a pu vivre dans les relations intimes qu'on a pu avoir avec nos parents, avec nous-mêmes, des choses très difficiles, de dévalorisation par les parents ou par les frères et sœurs, etc. Les gens qui tout petits, enfin dès tout petits, se sont entendus dire pardon, tais-toi tout le temps. Voilà, à un moment ça ressurgit et quand on est pas soi-même en train de travailler, en fait, on est terriblement en empathie, enfin c'est le mot terriblement est pas bien choisi, merveilleusement en empathie avec la personne qui passe et ça la personne qui passe le sent et on sent à quel point c'est un terreau commun de l'humanité sur lequel on travaille et donc on est tous concernés. Et la libération que vit la personne qui est sur le tapis, c'est la nôtre. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui nous relie d'une manière mais tout à fait extraordinaire. Et pour revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le fait de faire silence quand on prend un livre, on regarde une phrase, on fait silence, on prend contact visuel avec une personne et on se tait jusqu'à se sentir tranquille et seulement après on parle. Il y a une espèce de densité du silence qui arrive et c'est vraiment saisissant, hein. On est tous scotchés, c'est-à-dire qu'à la limite, cette personne pourrait continuer à se taire. On est reliés les uns aux autres, nous qui ne travaillons pas, et à cette personne, c'est-à-dire qu'on est suspendu à ses lèvres, bien qu'elle ne parle pas. Et là, c'est vraiment un lien humain, c'est absolument fabuleux, hein. C'est ce qui fait que je peux pas travailler à distance parce que tout ça, enfin, je suis pas convaincue du tout qu'on le sente à distance et qu'il y a vraiment quelque chose qui passe, une empathie extraordinaire qui est d'abord d'ailleurs respiratoire. Par rapport à la réouverture du corps, au fait de trouver sa voix et finalement de se révéler, qu'est-ce que ça veut dire révéler l'intégralité de sa voix, retrouver sa vraie voix? Alors, ce que tu dis me fait penser et me fait une association d'idées. Souvent, je, je, je compare la voix à un tissu. Et quand les gens viennent me voir, très souvent, le tissu, il est un peu pauvre, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, évidemment, c'est pas un jugement de valeur. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait une trame et une chaîne. Donc, dans un tissu, il y a toujours une trame et une chaîne quand le tissu est tissé. Enfin, j'espère que c'est évident pour tout le monde, hein. Il y a un fil qui va dans un sens et puis il y a un fil qui va dans l'autre sens perpendiculairement, voilà. Et très souvent, ces fils, bah, à la limite, les deux fils, la deux séries de fils perpendiculaires sont assez maigrelets entre guillemets. Disons qu'on voit le jour à travers, voilà. Et au fur et à mesure que l'on déploie les couleurs de sa voix, qui sont ce qu'on appelle les harmoniques dans le jargon sonore, eh Oui, bien, c'est comme si on décrochait, et c'est drôle parce que la première fois que je l'ai dit, je l'ai pas entendu, des fils oui, de soie. Et au départ, moi, l'écrivais SOIE, des fils d'alpaga, des fils de je ne sais quoi, de très belle matière. Mais bien sûr, ce sont des fils de soie SOI, et ces fils mmh, reviennent dans le tissu de sa voix. Et du coup, la voix devient
caressante, elle donne Oui. envie qu'on la caresse. C'est comme un tissu, un beau tissu qui serait doux au toucher, qui aurait des matériaux différents et qui serait intéressant dans la texture et dans le contact. Voilà. Et alors, cette comment dirais-je cette image de tissu de la voix. En fait, je ne l'ai jamais entendue chez personne. Et un jour, quelqu'un qui m'interviewait m'a dit: «Ah tiens, c'est rigolo, ça me fait penser au mot tessiture». C'est ce que j'allais dire, oui. C'est Eh marrant. bien, quand il m'a dit ça, j'ai senti un frisson des pieds à la tête et je lui ai dit: «Oh, je crois que tu me fais un cadeau incroyable, je vais aller voir l'étymologie de ce mot». Donc la tessiture d'une voix, c'est l'étendue entre les graves et les aigus d'une voix, les sons graves et les sons aigus, où la voix se sent vraiment bien. Donc on parle de mezzo, de voix de basse, et cetera, de soprano, parce que justement les parties des voix de ces gens-là sont différentes. Ça, c'est pas au même endroit sur le piano, on va dire. Ok. Mmh mh. Et je suis allée voir l'étymologie de tessiture. Eh bien, tessitura en italien, ça veut dire objet tissé. Ah! Et tessere, ça veut dire tisser. Et là, je me suis dit, La boucle est bouclée. voilà, la boucle est bouclée. Mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et je me suis dit, ouais, c'est bien. Et donc cette révélation de la puissance de sa voix permet, au-delà du chant et de la voix en tant que telle, d'avoir un impact beaucoup plus global. On va pas pouvoir rentrer dans le détail des témoignages de toutes les personnes que tu as accompagnées, mais est-ce que tu pourrais donner quelques exemples d'impact que va avoir, ce changement, cette révélation de sa voix sur la vie des personnes que tu as accompagnées? Oui, alors je vais juste revenir là, ce dont je parlais là sur le tissu, c'est plus la couleur de la voix, le timbre de la voix. Et la puissance, bah, c'est le fait de pouvoir se faire entendre très loin. Et on était comme ça quand on était bébé, hein. Un bébé qui braille, eh ben, il ne se fait pas mal, mais on l'entend à l'autre bout de la rue. Et en vérité, chacun, nous avons encore ça en potentiel. On peut retrouver cette puissance-là. Et je dis ça, Faut oser. il faut oser, puis bah, justement se libérer. Et je vais prendre un exemple, hein, justement, puisque tu m'en demandais un. Dans mon parcours, j'ai fait travailler un monsieur qui est autodidacte et qui avait vraiment un complexe terrible en tant qu'autodidacte, c'est-à-dire qu'il ne se sentait pas légitime. Donc il avait grimpé dans la hiérarchie, il se retrouvait à la tête d'un nombre de salariés très important, mais comme il n'avait pas fait les études qui auraient justifié, entre guillemets, qu'il soit à la place sociale, qu'il ait le statut social qu'il avait, en fait, il ne se sentait pas bien. Et pour arriver à avoir une bonne image de lui-même, il s'était dit, il faut que je puisse répondre sur mon travail, sur mon domaine professionnel, à n'importe quelle question qu'on pourrait me poser. OK. Donc, il était dans un état de stress, mais horrible, et il avait une gorge sèche en permanence, le syndrome de la gorge sèche, ce Mmh. qui nécessitait pour lui qu'il ait en permanence une bouteille pleine d'eau et un verre, et il buvait des litres d'eau. Et lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, il m'a dit: «Oh, en plus, moi, ça me détruit ça, parce que je me dis que les gens comprennent parce que je fais ça, que je suis pas bien, et donc là, c'était le cercle vicieux, il se sentait encore plus mal». Donc il était vraiment dans un mauvais état, on va dire. La première fois qu'il est venu travailler, je l'ai mis à bonne distance d'où j'étais, et je lui ai demandé simplement au début à chaque fois qu'il avait besoin d'inspirer, parce que évidemment il ne se laissait pas le temps d'inspirer, d'ouvrir les bras, de prendre le temps d'ouvrir les bras et de se déployer comme ça horizontalement et verticalement avant de recontinuer une autre phrase, de faire une autre phrase. Il était tellement stressé que une fois, deux fois, trois fois, il n'y arrivait pas. Je l'ai vu se décomposer. Donc je me suis dit non, non, stop. Donc je lui ai proposé de s'allonger sur le tapis réservé à cet effet, de se tranquilliser. On a fait des exercices de respiration qui ont permis de détendre son ventre, et je me suis justement mise au piano pour donner quelques petites figures mélodiques comme ça. Et là, il a commencé à déployer une voix, mais une voix absolument superbe, et une grande voix. Vraiment, j'en étais scotchée. Donc, la fin de la séance arrive, je le fais se relever en chantant pour qu'il ne perde pas ça en position debout. Et puis, on se dit au revoir à la prochaine fois.
Et la prochaine fois, il arrive, je lui demande comment il va, et il me dit, je n'ai plus besoin de ma bouteille d'eau. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas discuté, on n'a pas expliqué, analysé ce qui s'était passé, mais l'explication est très claire. Tout d'un coup, il a entendu une voix puissante, belle, et il s'est dit, mais je ne suis pas le minable que je croyais être. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Et pour revenir, d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une chose que je voulais dire tout à l'heure. La voix, c'est notre identité. C'est vraiment notre identité. C'est notre outil primordial de communication. Ça passe par la langue, qui est un outil incroyable, et qui est vecteur d'une mémoire, enfin dépositaire d'une mémoire incroyable, puisqu'on commence à téter le liquide amniotique quand on a 2 mois, je crois, dans le ventre de sa mère. Et puis quand on arrive au monde, eh bien d'abord on prend son premier souffle qu'on rendra à la fin de sa vie, et on commence à découvrir le monde en portant tout à sa bouche, parce que la langue est notre outil d'apprentissage. Et la langue, c'est notre outil de communication avec les autres, puisque c'est avec la langue qu'on fait les voyelles, tous les mots, les consonnes, etc., avec la cavité buccale et la langue. Donc voilà, c'est vraiment très 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 important. Donc finalement, c'est, apprendre à redevenir soi-même, à se Exactement, révéler et cetera, via la exactement. voix, mais quelque chose qui a un Oui, impact beaucoup plus global sur absolument, soi, sa vie, sa relation avec absolument. les autres, et cetera. Tout à fait. À redevenir ou à devenir. OK, effectivement, oui. Ouais. Mmh. Et pour terminer, je voulais te demander, comme je sais que tu es dans un apprentissage continu, Mmh. que tu fais, des séances tout le temps différentes, que ça fonctionne l'intuition et cetera. Est-ce qu'il y a des chemins que tu as envie d'explorer, au cours des prochaines années? Une forme d'apprentissage nouvelle dont tu as envie de te nourrir, que ce soit pour ta pratique ou de manière plus générale, pour la suite de ta vie? Alors en ce moment, je suis en train de suivre un atelier Feldenkrais pour la voix. Donc c'est OK, un travail très 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 intéressant pour dénouer des automatismes de liaison corporelle. Par exemple, l'aluette, c'est un petit, comment expliquer ça? On a ça à la fin du palais mou, puisque dans notre palais, c'est donc à l'intérieur de la bouche, la partie haute, ouais. le plafond de la bouche, on va dire, à l'intérieur, et ça se termine par une petite languette qui s'appelle la luette, et on est un certain nombre, où il y a un certain nombre de gens qui mettent beaucoup en contact de scotch entre la langue et la luette, par exemple. Là, en faisant des exercices qui m'ont permis de prendre conscience de ma luette, je me suis rendu compte que j'avais ça, et donc ça m'a permis de rendre les deux autonomes. Et donc continuer ce travail-là, je le fais cette année, mais je veux le continuer parce que je pense qu'on peut toujours améliorer ses sensations intérieures. Et puis, pour prendre un exemple, hier sur Internet, je regardais un, comment dire, une vidéo d'un monsieur qui est mentaliste, qui s'appelle Fabien Olicard, que je trouve très intéressant. Et j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas ça du tout, une discipline, voilà, qui doit s'appeler la synergologie, qui est très intéressante sur la lecture physique des intentions. Et comme je travaille beaucoup sur le physique, je me dis, en faisant ça, en étudiant ça, ben, ça me donnera encore une acuité plus grande du regard sur la façon dont les gens se comportent physiquement par rapport à leur voix, et donc ça me permettra encore mieux de les faire travailler. Et puis je j'ai des expressions qui me viennent, donc cette histoire de tissu, par exemple, je ne savais pas pourquoi je disais ça, mais finalement il y a une raison, enfin il y a quelque chose de tangible en rapport avec ça. Et je parlais au début de l'interview de nettoyer ses toiles d'araignée intérieures, et j'ai découvert qu'il y avait des chamans sibériens qui travaillaient sur la voix et qui font faire du chant diphonique, c'est-à-dire un chant dans lequel on entend plusieurs sons en même temps avec la même voix. Et je suis très intéressée de voir ce que font ces gens et d'être leur élève entre guillemets, hein, parce que j'ai appris par quelqu'un qui les a rencontrés qu'ils associent
des parties du corps à des animaux et de manière très étonnante pour moi, la gorge, il l'associe à l'araignée. Donc je me dis, Ah. je vais aller voir de quoi il retourne. Peut-être que c'est pas bien, peut-être que c'est bien, j'en sais rien, mais voilà, j'ai une grande curiosité et je pense qu'en plus, on n'a jamais fini, on n'a Mmh. jamais fini. Et si on croit qu'on a fini, c'est le début de la fin. Là, pour les gens qui viendraient me voir, je leur dis vraiment, si un jour je dis j'ai tout compris, surtout changer de trottoir, aller voir quelqu'un d'autre. Là, c'est que je délire. Là, il m'est arrivé quelque chose qui va pas, quoi. D'accord. Merci de nous avoir livré ces beaux projets et merci de manière plus générale pour, cet échange. Merci à toi. C'était vraiment, super intéressant. Même si je connaissais déjà beaucoup de choses sur toi, j'ai encore appris de nouvelles choses, donc je suis ravie moi aussi. Merci beaucoup, Lydia, et bravo, bravo pour ce que tu fais, ainsi que Justine qui a derrière le casque. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet, ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, Le Cocon Podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.